Bonjour à toutes et à toutes sur ce webinaire Facturer, c'est pas tabou. Avant de démarrer, je vais demander, faire un petit contrôle technique, savoir si vous m'entendez bien, si vous voyez correctement également l'écran et la présentation. Juste un petit OK dans le chat, son image OK, merci, super. Bon, parfait, apparemment ça fonctionne pour tout le monde. Donc, on va démarrer tranquillement, on va laisser le temps à ceux qui ne se sont pas encore connectés d'arriver. Donc, on est parti pour 1 heure de webinaire, à peu près 3/4 d'heure de présentation, et on se gardera un peu de temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, je suis seule aux commandes de ce webinaire, donc je fais et la présentation et les réponses aux questions. Donc, je vais essayer de rendre ce webinaire interactif et de vous répondre au fur et à mesure, ou bien je répondrai à la fin. Voilà, on va voir un peu comment ça va se passer. Voilà, donc écoutez, on va commencer. Donc tout d'abord, moi je suis Virginie Libert, je suis la fondatrice de Rain Coaching. Donc Rain Coaching, c'est quoi? C'est un cabinet de coaching professionnel qui en fait s'occupe de plusieurs activités. Donc on a d'abord une activité principale qui est le business coaching. Alors apparemment il y a quelqu'un qui n'a pas de son. Oui, a priori, Séverine, tout le monde a du son. Bon. Donc voilà, donc le business coaching qui est du coaching pour les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs, pendant lequel on peut travailler en fait sur la stratégie de l'entreprise, la posture du dirigeant, son efficacité professionnelle, sa gestion du temps, sa communication orale et d'autres choses. Là, j'ai mis quelques thèmes principaux. On a également au cabinet une activité de transition professionnelle, donc pour toute personne qui est en réflexion ou en construction d'un projet professionnel, une recherche d'emploi, une reconversion, ou qui a besoin de faire un bilan de compétences, ou bien qui est en cours de changement de fonction. L'autre activité de coaching, c'est le coaching professionnel. Donc ça, c'est du coaching qui se fait en entreprise auprès des managers et des dirigeants. Donc on travaille également là sur la posture du manager. Ça peut être sur des sujets de développement du leadership, de la communication interpersonnelle, apprendre à résoudre des conflits dans son équipe, apprendre à gérer le stress de son équipe ou son propre stress en tant que manager. Et la dernière activité, c'est une activité de formation auprès des écoles, des centres de formation, des entreprises, des associations. Donc sur des thèmes comme l'efficacité professionnelle, l'intelligence émotionnelle, la communication orale, comment gérer son stress, développer sa posture de l'entrepreneur. Et je dirais que en fait, le mot d'ordre du cabinet, c'est de permettre à nos clients de réussir dans leur travail, quel qu'il soit, qu'ils soient entrepreneurs, salariés, indépendants, en recherche d'emploi. Mais voilà, le but, c'est vraiment en fait de favoriser l'épanouissement et la réussite de chacun dans son travail et d'y trouver du sens. Voilà pour nos activités. Donc, on va commencer maintenant dans le vif du sujet. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler en fait de la difficulté justement à parler de l'argent. Ce qu'on va voir, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile de parler d'argent, quelles sont les différentes tendances comportementales que l'on a tous face à l'argent, et comment votre relation à l'argent va forcément influencer le développement de votre entreprise, puisqu'on est là pour parler de ça, hein, pour parler de l'entreprise et du business. Et après, je vous donnerai à la fin quelques conseils pour être plus à l'aise pour parler d'argent avec vos clients. Donc avant de démarrer, je vais vous solliciter, vous mettre à contribution, et je vais vous demander de répondre à cette question spontanément. Quel mot associez-vous à l'argent? Voilà, si vous voulez bien me mettre 1 ou 2 mots dans le chat. Donc, j'ai richesse, d'accord, merci Christelle. Négociation, d'accord. Travail, ouais, merci Laetitia. Est-ce que vous avez d'autres mots qui vous viennent à l'esprit? Les impôts, ouais, effectivement. Les charges. Sécurité, d'accord.
ça peut représenter la sécurité, tout à fait. Ok, merci. Alors, effectivement, dans vos réponses, vous avez tous eu des réponses différentes. Et pourtant, l'argent, en fait, ce n'est rien d'autre que des chiffres. Là, dans vos réponses, vous ne pas du tout parler de chiffres. Hein. Vous m'avez parlé de tout un tas de projections que vous mettez dans le mot argent, mais pas de chiffres. Et pourtant, c'est ça à la base. Hein. L'argent, c'est vraiment des chiffres qui vont donner une valeur à un objet, à un service ou à une prestation. Hein, c'est un support, papier, billets, pièces de monnaie, ou des chiffres, puisque maintenant tout est digitalisé, virtualisé. Donc, c'est des chiffres dans une base de données qui facilitent les échanges et les relations commerciales. En fait, l'argent, la monnaie plutôt, ça a remplacé le troc. Avant que la monnaie soit mise en place, on faisait des échanges de prestations par du troc, hein, c'est-à-dire que on échangeait un pain contre une remise en état de la toiture ou voilà, ou des choses comme ça. Mais à un moment donné, il y a une limite en fait à ce troc qui était un troc de service. Hein, je te rends service et en retour tu me rends service. Et à un moment donné, il y a eu une limite parce que c'était difficile d'évaluer est-ce que un pain ça vaut vraiment en termes de travail, en termes de valeur, est-ce que ça vaut vraiment une réparation de charpente ou de toiture. Donc pour pouvoir donner une valeur à ces différents services, l'homme a mis en place, a inventé en fait la monnaie et l'argent et en fait les échanges commerciaux. C'est comme ça que ça a démarré. Donc à la base, l'argent c'est vraiment quelque chose de réel, c'est quelque chose de concret, ce sont des objets, hein, des billets et des pièces, et puis ce sont des chiffres. Voilà. Pourtant, c'est souvent tabou de parler d'argent. Mais il faut bien l'admettre, l'argent, elle est partout. En fait, c'est partout dans votre vie d'entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on parle de chiffre d'affaires, on parle de bilan financier, de tarification, d'emprunt, de devis, de factures, de revenus. Et à chaque fois, dans ces sujets-là, on vient y parler d'argent. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a une vraie difficulté à parler d'argent. Donc, on va voir un peu aujourd'hui pour quelles raisons et comment on peut justement, quand c'est une vraie difficulté, travailler là-dessus pour être beaucoup plus à l'aise avec cette notion d'argent qui, comme on vient de le voir, fait partie en fait de notre vie d'entrepreneur. Donc, autant être à l'aise avec cette notion plutôt que de se traîner en fait cet inconfort tout au long de notre vie d'entrepreneur. Surtout que l'on va voir que ça peut générer de vraies difficultés pour le développement de votre entreprise. Donc aujourd'hui, on parle essentiellement de facturation et facturer, justement, c'est parler et demander de l'argent. Donc moi, qu'est-ce que j'entends en fait souvent quand je discute avec mes clients ou avec d'autres entrepreneurs, ce que j'ai noté, c'est certains me disent moi, je suis très très mal à l'aise pour réclamer de l'argent à un client. J'ai l'impression de le voler ou j'ai l'impression que je suis pas à ma place quand je fais ça, ou qu'il va me juger. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui est très inconfortable. D'autres me disent, moi parler d'argent c'est inconfortable parce que en fait j'ai peur d'être trop cher ou j'ai peur de ne pas être assez cher. J'ai peur d'être trop cher dans le sens où j'ai l'impression que en fait ma prestation ou mon offre ne vaut pas le prix que j'en demande, ou alors au contraire j'ai peur que par rapport au prix qui se fait sur le marché ou par rapport au travail que j'ai fourni, je me fais un peu rouler et en fait mon prix est trop bas. Ou alors je me dis peut-être que mon prix il est pas assez élevé et que ça va pas me permettre en fait de payer mes charges, de me payer un revenu et de faire fonctionner mon entreprise. Donc ça c'est des choses que j'entends. Ce que j'entends aussi, c'est tout simplement, je sais pas le faire. Voilà. Hein, quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément toutes les cordes à son arc au début quand on démarre. On n'est pas tous des financiers, on n'est pas tous des comptables. Et il y a des personnes qui me disent, moi, je sais pas faire. Donc voilà, je suis un peu bloquée par rapport à ça, par rapport à la facturation. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ou bien tout simplement, je n'aime pas.
voilà. Moi, les chiffres, la compta, remplir des tableaux, c'est pas mon truc. Ces verbatims me parlent bien, ouais. Merci Laetitia. Voilà, je sais pas faire, j'aime pas ça, ça me prend du temps, j'ai autre chose à faire de plus intéressant que ça. Donc voilà, hein, pour moi c'est un peu, c'est pas très agréable et puis voilà, ça m'intéresse pas. Ou bien ce que j'entends aussi, bah, c'est j'ai pas le temps. Hein, ça c'est aussi une réponse que j'entends au niveau des commerçants, des artisans qui en fait passent une grosse partie de leur journée dans leur magasin, leur boutique ou sur leur chantier et en fait qui se retrouvent à faire leur facturation soit le soir très tard, soit le week-end. Et donc il y a un moment où bah, ils font des choix hein, et puis ils n'ont pas forcément le temps. Donc ça passe un peu à la trappe. Et puis l'autre sujet aussi que j'entends souvent, bah, je sais pas me vendre en fait. Je sais pas comment annoncer mon prix et je sais pas comment facturer parce que je ne sais pas argumenter en fait mon tarif. Donc tout ça, ça me met mal à l'aise quand je dois donner un devis ou envoyer ma facture. Et ben vraiment, je me sens très mal à l'aise parce que je ne me sens pas légitime en fait aussi par rapport à mon prix. Donc ça, voilà, ce sont des verbatims que j'entends assez régulièrement. Pourtant, ne pas facturer, ça a forcément des risques. Hein. D'abord, ce dont il faut être conscient, c'est que ne pas facturer votre client, bien, c'est le rendre redevable vis-à-vis de vous. Parce que, en fait, évidemment, vous avez fourni une prestation ou un service, et en retour, vous empêchez votre client de vous rendre la monnaie. J'ai envie de dire, l'expression était bien choisie. Vous l'empêchez de vous rendre la monnaie, c'est-à-dire que lui, il se sent redevable. Et ça peut être très inconfortable pour votre client parce que ça le met dans une position soit de voleur, il a l'impression qu'il vous a volé de votre temps, de votre énergie, de votre prestation intellectuelle, j'ai envie de dire, ou alors vous le mettez en posture de victime, c'est-à-dire que vous vous dites, oh là là, le pauvre, j'ai l'impression qu'il n'a pas les moyens, donc je vais peut-être baisser un peu mon prix, ou oh, allez, cette fois-ci, je vais lui faire cadeau. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment confortable pour votre client que vous le mettiez dans cette situation-là, hein, de voleur ou de victime? Donc ça, c'est une première chose qui est intéressante à se poser comme question. C'est en fait, finalement, quand je facture pas, qu'est-ce que ça implique pour mon client? Alors, peut-être qu'il y a des clients qui vont être ravis, hein, peut-être. Mais voilà, pour certains, pas forcément. Pas forcément. Ça les met en position d'être redevables. Ensuite, ça va renvoyer l'image que votre prestation ou votre produit n'a pas de valeur, puisque vous ne facturez pas. Ça veut dire que vous estimez que la valeur est nulle. Et à terme, eh ben, ça va provoquer la fuite de votre client. Soit vous le mettez en position inconfortable, ou soit vous lui donnez à penser que votre prestation, eh ben, en fait, elle ne vaut pas grand-chose. Donc, il y a peu de raisons qui reviennent vous voir après, ou il y a peu de raisons qui vous recommandent. Et donc, à terme, eh ben, le plus gros risque, en fait, c'est que votre entreprise, eh ben, elle va pas survivre. Hein, parce que si vous n'avez pas, si vous avez des clients et que vous ne facturez pas, vous ne rentrez pas d'argent. Et en plus, après, ils risquent de pas revenir, à moins d'être vraiment, entre guillemets, intéressé et de se dire, ah, chouette, un entrepreneur qui facture pas, donc je vais en abuser. Et je vais continuer à travailler avec lui puisque de toute façon, il ne facture pas. Mais de toute façon, vous n'y survivrez pas puisque vous aurez des clients, mais vous n'aurez pas d'argent. Donc, dans les deux cas, soit vous aurez des clients, mais vous n'aurez pas d'argent, soit vous n'aurez plus de clients. Donc, l'entreprise ne va pas y survivre. Alors, d'où ça vient, en fait, c'est ce rapport à l'argent et cette difficulté de parler d'argent. Ça vient un peu de la façon dont la société française est construite et dont notre psychologie humaine est construite également. C'est-à-dire qu'en France, socialement, l'argent que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas va renvoyer à votre valeur personnelle. On fait souvent l'amalgame entre le salaire ou le revenu que vous gagnez et la personne que vous êtes. Plus on gagne d'argent, je dis bien c'est une croyance hein, en France, plus on gagne d'argent, plus on est quelqu'un de valeur.
plus on est quelqu'un d'intérêt, plus on mérite voilà, d'être invité à droite à gauche, d'être sollicité, etc. Si on ne gagne pas d'argent, on n'intéresse pas les gens. Donc, il y a un vrai lien en fait avec votre valeur personnelle. Ça, c'est typiquement français. Dans d'autres pays, par exemple les États-Unis, c'est très, très, très courant que les gens vous posent la question de quel est votre travail et combien vous gagnez. Et c'est très direct comme question, c'est combien vous gagnez. Parce que pour eux, au contraire, en fait, parler d'argent, c'est parler d'une réussite, mais c'est pas forcément lié à sa valeur personnelle. Et gagner de l'argent, c'est aussi souvent synonyme de réussite. Et donc, ne pas en gagner suffisamment, c'est un synonyme d'échec. Ça encore, c'est très français. La réussite est liée à la somme que vous allez gagner à la fin du mois. Pourtant, la notion de réussite, pour chacun, est assez personnelle et n'est pas forcément liée que à l'argent que vous avez sur votre compte en banque. Vous pouvez tout à fait avoir ce sentiment de réussite et d'épanouissement et de satisfaction dans votre travail sans gagner forcément énormément d'argent. Mais en France, c'est comme ça. Pour que vous ayez réussi dans votre entreprise, il faut que vous ayez un gros revenu à la fin du mois. Sinon, on va considérer que vous n'avez pas réussi. Donc, c'est ce qui fait que, à un moment donné, parler d'argent, c'est difficile parce qu'on sait que derrière, il y a un jugement, en fait, de la part des autres. Quand on dévoile son salaire, quand on dévoile ses revenus, quand on dévoile même son patrimoine personnel, on se dévoile et donc on prend le risque d'être jugé. Et c'est ce qui fait que souvent, c'est quelque chose qu'on garde de l'ordre de l'intimité. On en parle très peu, même avec la famille, même avec les proches. Dans certaines familles, on ne parle pas d'argent. Et pourtant, on est quand même la famille, c'est quand même censé être des gens qui sont très proches de nous. Et même dans le couple, parfois, on ne parle pas d'argent. Et là encore, on est quand même dans un cercle d'intimité et pourtant, on ne parle pas forcément d'argent. Pour dire à quel point cette notion d'argent est très liée à qui nous sommes intimement et nous dévoile. Et c'est pour ça que c'est difficile de parler d'argent. Alors, comment se construit justement cette notion d'argent, hein, cette relation que l'on a à l'argent? Ça ne tombe pas comme ça des nues, tout ça a une construction, a une origine. La relation à l'argent, ça vient de plusieurs axes. Le premier, c'est la place de l'argent dans votre famille. Alors, c'est-à-dire que, en fait, posez-vous la question de est-ce que on parlait aisément d'argent dans votre famille ou est-ce qu'on en parle aisément dans votre famille quand vous étiez enfant? Est-ce que vous entendiez parler vos parents d'argent, par exemple? Quels étaient les termes utilisés par rapport à l'argent? Est-ce que dans votre famille, l'argent était synonyme de sécurité? Est-ce que au contraire, c'était plutôt synonyme de l'argent, ça apporte des ennuis, ça apporte de la jalousie? Est-ce que vous étiez dans une famille où l'argent n'était pas un problème, que vous en ayez ou pas, mais vos parents étaient complètement à l'aise avec cette notion d'argent? Est-ce que au contraire, l'argent pouvait être source de stress et d'inquiétude? Là encore, que vos parents aient de l'argent ou pas, hein, c'est même pas le souci. C'est est-ce que cet argent était source d'inquiétude? Est-ce qu'on en parlait? Est-ce qu'on n'en parlait pas? Est-ce que ça faisait partie de la vie de la famille? Est-ce que vous avez été habitué à gérer de l'argent quand vous étiez jeune? Par exemple, est-ce que vous aviez de l'argent de poche? Comment ça se passait pour votre argent de poche? Est-ce que vos parents vous faisaient confiance ou pas? Ou est-ce qu'ils avaient au contraire le contrôle sur votre argent? Donc, toutes ces notions-là, en fait, même si ça concerne vos parents, ça s'est transmis inconsciemment. Vous en avez forcément récupéré une partie. Donc après, vous avez fait le choix consciemment ou inconsciemment de reproduire le modèle ou bien de vous en éloigner, peu importe, mais en tout cas, ça a forcément une influence sur votre relation à l'argent aujourd'hui. Ça fait partie de la construction, de votre construction par rapport à l'argent. Le deuxième axe, c'est votre expérience personnelle par rapport à l'argent. On a tous passé des étapes de vie différentes et on a plus ou moins eu des expériences de vie différentes par rapport à l'argent. On sait peut-être parfois vous êtes peut-être retrouvé dans des périodes de chômage, peut-être parfois au contraire vous êtes retrouvé avec des périodes fastes
vous aviez voilà, beaucoup d'argent, en tout cas suffisamment pour vivre. Peut-être vous avez traversé une période de divorce où il y a eu question d'argent, des conflits peut-être aussi par rapport à l'argent. Ça peut être lié aussi à des expériences liées à des héritages, quand il y a des conflits liés à des héritages dans la famille. Ça aussi, ça va venir en fait changer ou modifier votre relation que vous avez à l'argent et venir mettre en fait sur ce mot argent des projections. Hein, c'est pour ça que je vous ai posé cette question au début du webinaire. C'est en fait quelles projections vous associez à l'argent. Donc j'ai entendu plutôt certaines projections positives, comme la sécurité. J'ai entendu plutôt des projections moins positives. Donc en fait, ces projections se sont construites de cette façon-là, par rapport à l'argent, à la place de l'argent dans votre famille et par rapport à vos expériences personnelles. Et le troisième axe, c'est l'estime de vous-même. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que souvent on associait l'argent qu'on gagnait à la valeur personnelle de la personne. Donc là, si vous avez une faible estime de vous-même, évidemment, ça va être compliqué pour vous de donner une valeur juste à vos prestations ou à vos produits. Puisqu'en fait, on fait l'amalgame entre ma valeur et mon tarif. Donc, l'estime de soi-même, ça vient forcément influencer sur votre relation à l'argent. Si vous avez une haute estime de vous-même, vous allez peut-être plutôt avoir tendance à surévaluer vos tarifs. Si vous avez une faible estime de vous-même, vous allez plutôt avoir tendance à sous-évaluer vos tarifs. Mais en tout cas, tout ça, voilà, ça va venir alimenter votre relation à l'argent. Et votre relation à l'argent va vous donner en fait des projections. Vous allez associer spontanément des projections. Et ces projections que vous allez associer à l'argent, ça va avoir une influence sur vos comportements. Hein, que vous ayez des projections positives ou des projections négatives, ça va en fait conditionner vos comportements par rapport à l'argent. Alors, je vais vous présenter ici quelques tendances comportementales, justement, face à l'argent. Alors, il y en a d'autres, mais je trouve que celles-ci sont assez parlantes et suffisantes, en fait, pour comprendre le concept. Donc, la première tendance, c'est l'écureuil. Donc, c'est assez parlant comme image. L'écureuil, c'est celui qui amasse. Hein. Donc, la tendance écureuil face à l'argent, c'est la personne qui amasse de l'argent. Donc, ça peut être pièce par pièce, hein, ça peut être la petite tirelire dans laquelle on met les pièces de monnaie, les pièces jaunes, ou ça peut être à coups de millions. Hein, les gens qui amassent des millions et des millions et des millions sur leur compte en banque peuvent avoir cette tendance écureuil. L'écureuil, c'est aussi celui ou celle qui dépense le moins possible. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est avoir de l'argent sur ses comptes, mais ne pas en sortir. Donc, il dépense le moins possible et c'est toujours de manière très réfléchie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que cette dépense ait une vraie utilité et un sens à ses yeux. Et c'est en fait parce que pour lui, avoir de l'argent, ça le sécurise. Hein, donc, c'est un peu, pour ceux qui sont de ma génération, comme l'oncle Picsou, qui amasse ces pièces-là dans sa cave et qui vient se baigner de temps en temps dedans. Ça le rassure en fait d'avoir son argent sous la main et que ça reste près de lui. Ça le sécurise. Donc ça, c'est la première tendance. Donc ce que je vous propose, je vous invite à réfléchir en fait au fur et à mesure que je vais vous exposer ces tendances, de réfléchir à votre profil, à vous, dans quel profil vous vous reconnaissez le plus, mais pour ça sur l'axe professionnel. Parce que en fait, j'ai eu des personnes qui avaient des tendances complètement différentes du point de vue privé et du point de vue professionnel. Donc comme aujourd'hui, on est plutôt sur l'aspect business et entreprise, je vous demande de plutôt réfléchir à professionnellement quels sont vos comportements par rapport à l'argent. Donc là, ça c'était le premier. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Donc ça, ce sont les personnes qui font en sorte que l'argent n'arrive jamais jusqu'à eux.
ils mettent en place, en fait, inconsciemment, évidemment, des actes manqués qui les éloignent de l'argent et qui fait que cet argent est repoussé. C'est surtout pas d'argent. Donc ça, ce sont des personnes, en fait, qui ont plutôt des projections négatives par rapport à l'argent. On m'a dit un jour dans un webinaire sur le même sujet, l'argent, c'est les emmerdements. Voilà. Donc ça, typiquement, les gens qui ont ces projections-là, bah, comme l'argent, c'est les emmerdements, ils vont pas attirer les emmerdements à eux. Donc, ils vont, en fait, inconsciemment repousser l'argent. L'écureuil, lui, est plutôt dans des projections positives. L'argent, c'est la sécurité, l'argent, c'est la sérénité, l'argent, c'est le confort, etc. Donc l'écureuil va plutôt, à lui plutôt des projections positives. Celui qui est dans l'auto-sabotage a des projections négatives. Et donc, comme l'argent c'est négatif, il va en fait avoir des comportements qui va repousser l'argent. Et le troisième dont je voulais vous parler, eh ben, c'est un petit peu un mélange des deux. C'est les montagnes russes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui accumulent de l'argent, et puis il y a un moment, ça devient trop, alors ils s'en débarrassent. Mais ils s'en débarrassent, à la différence de l'écureuil, pas forcément dans des achats utiles et réfléchis. C'est l'argent me brûle les doigts, donc il faut vraiment que je m'en débarrasse, il ne faut pas que ça reste. Donc en fait, on dépense. On dépense sur des choses qui ne sont pas forcément utiles ou qui n'apportent pas de plaisir. C'est un peu comme on appelle ça des achats compulsifs. Hein. Donc, par exemple, ça va être une personne qui va acheter une super imprimante 3D multifonction, etc., alors qu'il n'en avait pas du tout besoin. Hein. Parce qu'il y a trop d'argent sur son compte et que, en fait, c'est une personne qui va passer de projection positive à projection négative. Donc, quand il est plutôt dans une phase en projection positive, il va y avoir tendance à accumuler de l'argent. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une bascule psychologiquement. Il va passer dans une phase négative, il va dire « Ouh là 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 là, là j'ai beaucoup trop d'argent, ça va m'apporter des emmerdes, donc je vais vite, vite, vite m'en débarrasser. » Mais du coup, vous comprenez que s'en débarrasser n'est pas forcément très utile ou très pertinent pour l'entreprise. Donc voilà un peu les trois tendances que je voulais vous présenter. Donc je vais aller maintenant un petit peu plus en détail sur ces trois tendances et je vais vous demander d'essayer de repérer dans quelle tendance vous êtes. Encore une fois, sur le plan professionnel. Donc, vous êtes plutôt écureuil si vous économisez facilement de l'argent et vous faites des réserves. Vous aimez en fait avoir des économies et vous êtes quelqu'un qui les compte régulièrement ou qui va régulièrement voir ses comptes en banque, son solde de compte en banque, ses entrées, ses sorties d'argent, où est-ce que j'en suis. Vous n'aimez pas dépenser pour des choses inutiles. C'est-à-dire que chaque achat doit être réfléchi, doit avoir un intérêt et doit avoir un sens. Donc, si vous n'avez pas besoin, vous n'achèterez pas. Et si vous avez besoin, vous allez acheter, mais vous allez plutôt aller chercher la meilleure offre, hein, le meilleur rapport qualité-prix. Donc, vous êtes plutôt voilà, dans ce style de comportement. Vous aimez que chacun paye sa part équitablement. Quand vous allez au restaurant, il n'est pas question de payer plus pour les autres ou de payer moins. C'est l'équité pour tout le monde. Donc voilà quelques tendances comportementales de l'écureuil. Donc ce que je voudrais dire avant de passer à la suite, c'est qu'il n'y a aucun jugement en fait dans ces tendances comportementales. On a tous des tendances. Il n'y en a pas forcément des mieux, des moins bien. Je dirais que c'est juste comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'en prendre conscience et de comprendre en fait en quoi ça va influencer le développement de votre entreprise et comment vous allez pouvoir agir pour que ce soit au mieux pour votre entreprise et pour vous-même. Donc vraiment, c'est sans aucun jugement. Le deuxième comportement, qui est l'auto-sabotage. Alors, vous êtes plutôt tendance auto-sabotage si vous manquez de rigueur dans la facturation de vos prestations. C'est-à-dire, vous ne tenez pas forcément à jour vos facturations ou vous avez tendance à les reporter ou vous les faites vraiment très tardivement. Ou bien, vous ne les facturez pas du tout. Ça, c'est aussi voilà, un comportement de l'auto-sabotage. Hein. C'est-à-dire que vous oubliez ou vous ne le faites pas. Ou à un moment donné, vous vous dites, oh, bah, de toute façon, ça fait trop de temps, j'ai attendu trop longtemps, donc je ne vais franchement pas facturer. Vous ne contrôlez pas en fait vos encaissements. Hein, au contraire de l'écureuil, vous n'êtes pas quelqu'un qui va voir régulièrement sur ses comptes
ce qui s'y passe, ce qui rentre, ce qui sort, où est-ce que vous en êtes, votre solde, etc. Donc ça vous intéresse pas du tout. Donc vous ne contrôlez pas vos encaissements. Et vous avez plutôt tendance à sous-évaluer la valeur de votre travail. C'est-à-dire que vous avez toujours l'impression d'être trop cher. Et comme vous avez l'impression d'être trop cher, en fait, vous allez spontanément proposer de la gratuité ou bien des rabais, avant même que le client vous l'ait demandé. C'est-à-dire que votre client vous a rien demandé, mais comme vous n'êtes pas à l'aise avec votre tarif, systématiquement, vous allez proposer tout de suite un rabais ou de la gratuité. Donc voilà pour la tendance auto-sabotage. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous se reconnaissent et ont envie de partager avec nous dans le chat, mais là encore, c'est absolument sans aucun jugement et c'est vraiment pour vous être utile. Alors, attendez, hop, je viens de... Voilà, j'avais réduit un peu trop mon écran, donc je reviens. Donc, la troisième tendance, qui est les montagnes russes. Donc, il y a Sandrine qui me dit écureuil, d'accord, très bien, merci Sandrine, bienvenue dans l'équipe des écureuils. Alors, vous êtes plutôt montagne russe si vous placez souvent mal vos économies, c'est-à-dire que vous avez envie de placer un deuxième écureuil, d'accord, merci Christelle. Vous avez vraiment envie de placer vos économies, mais en fait, inconsciemment, vous faites des mauvais choix, des mauvais placements. Vous choisissez les mauvais produits financiers pour placer vos économies. Ou bien, vous faites des dépenses inconsidérées sans réflexion préalable. Hein. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure de l'imprimante 3D ou du super photocopieur ou de la voiture multi-options dont vous n'avez pas forcément besoin, mais surtout qui ne vous fait pas plaisir. C'est ça qui est important parce que s'acheter une voiture multifonction quand ça nous fait plaisir, c'est OK. Je veux dire, il n'y a aucun souci. Mais là, c'est vraiment faire des achats qui ne font pas plaisir. C'est vraiment pour se débarrasser de l'argent. Donc voilà. Et donc, vous faites aussi des mauvais choix en matière d'investissement. Vous êtes quelqu'un qui, en fait, vraiment, vous vous dites, j'ai pas de chance. Hein. À chaque fois que je fais un placement, je me plante, quoi. Il n'y a rien à faire. Je fais les mauvais choix. Et puis, vous êtes aussi quelqu'un qui est donné volontiers de l'argent. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui va spontanément payer, offrir le repas quand vous emmenez vos clients au restaurant, ou même des collègues, ou des collaborateurs, ou des amis. Vous êtes quelqu'un qui va spontanément proposer de l'argent, aider les autres, prêter même de l'argent à ceux qui pourraient en avoir besoin, mais en oubliant en fait vos propres besoins. Parce que là encore, c'est OK de prêter de l'argent ou d'avoir envie d'être dans la générosité, mais quand c'est au détriment de soi et de son entreprise, là, ça devient une tendance qui peut être dangereuse. Donc, voilà, les montagnes russes, c'est j'ai vraiment envie d'économiser, mais en fait, à chaque fois, je fais en sorte que l'argent soit un peu mal dépensé et ne reste pas dans les caisses. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu dans le chat. Donc, j'avais 2 écureuils. Maintenant, j'ai un écureuil tendance au sabotage, un deuxième, et montagne russe dans la vie perso. D'accord. Alors, effectivement, on a en général plutôt une tendance principale, mais on peut basculer dans une autre tendance, surtout dans les périodes de stress ou dans les périodes de tension ou de pression. Par exemple, là, pendant le confinement ou avec la crise sanitaire, vous avez peut-être remarqué que vous avez eu en fait des tendances ou des comportements différents par rapport à l'argent. Et ça, c'est normal. C'est parce que en fait, voilà, le stress va stimuler différents comportements. C'est-à-dire que quand vous vous sentez plutôt bien, vous avez voilà une certaine tendance, mais ça peut changer en fait avec les événements. Ça peut changer avec les événements extérieurs, ça peut changer aussi avec votre état interne, comment vous vous sentez, mais c'est voilà, c'est variable. Donc effectivement, on peut être plutôt écureuil et avoir une autre tendance qui se dégage ou qui apparaît de temps en temps. On peut aussi être effectivement montagne russe dans sa vie perso et être écureuil dans son entreprise. Hein, on a tous un jour rencontré des gens qui étaient des très bons gestionnaires dans leur entreprise et qui ne s'occupaient absolument pas des finances dans leur vie personnelle ou qui, comme on dit, étaient des paniers percés dans leur vie personnelle. Ça existe et c'est normal parce que en fait, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, on peut avoir vraiment des tendances différentes. Et parfois, on a tout simplement la même aussi dans les deux aspects.
Donc, voilà, c'est intéressant d'identifier en fait dans quelle tendance on est, et je vais vous expliquer après pourquoi et à quoi ça peut vous servir, et surtout, pour l'instant, en fait, qu'est-ce que ça va impliquer pour votre entreprise, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, quelles peuvent être en fait les conséquences de votre relation à l'argent sur le développement de votre entreprise, puisque en fait ici, je pense qu'on est tous des entrepreneurs indépendants, d'après ce que j'ai vu dans les profils des personnes qui se sont inscrites. Donc, en fait, vous allez directement influencer le développement de votre entreprise puisque vous êtes seul maître à bord, hein, entre guillemets. Donc, on va voir comment ça influence. Donc, on va reprendre avec l'écureuil. Donc, l'écureuil, vous avez compris que c'est celui qui amasse l'argent et qui a des projections positives par rapport à l'argent et qui pense en fait qu'accumuler de l'argent va le sécuriser. Donc, en fait, comme accumuler de l'argent le sécurise, il ne va pas dépenser d'argent. Ou en tout cas, quand il va prendre des décisions, il va se laisser guider par ses peurs. Parce que pour lui, dépenser de l'argent, ça va le mettre en situation d'insécurité et d'inconfort. Donc, ça va générer de la peur et du stress. Et peut-être que du coup, il ne prendra pas les bonnes décisions parce qu'il dira non, je peux pas dépenser de l'argent pour ça, je ne peux pas investir de l'argent, je préfère garder mon argent parce que comme ça, je me sens bien plus en sécurité. Mais en fait, est-ce que ces décisions, du coup, seront les bonnes pour votre entreprise? Est-ce que ce sera toujours la bonne décision que de garder de l'argent sur vos comptes et de ne pas dépenser ou investir pour le développement de votre entreprise? Donc ça, c'est le risque majeur de l'écureuil, c'est de ne pas savoir, de ne pas pouvoir dépenser, investir de l'argent pour le développement de son entreprise, que ce soit pour faire de la publicité, de la communication, pour lancer un nouveau produit, pour sous-traiter une partie d'une prestation, d'un projet que vous ne savez pas faire vous-même, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est le gros warning. C'est attention, quand vous sentez que vous êtes vraiment inconfortable ou en insécurité au moment où vous vous dites « je fais ou je fais pas ?» J'investis de l'argent ou j'investis pas de l'argent? Dites-vous, attention, là, c'est peut-être mon petit écureuil qui est en train de me parler, mais est-ce que c'est vraiment bon pour mon entreprise? Est-ce que je ne devrais pas plutôt investir? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'investir? Et qu'est-ce que ça va m'apporter de garder cet argent là sur mon compte? Est-ce que c'est vraiment bon pour mon entreprise? Donc ça, c'est vraiment le risque majeur pour l'écureuil. Le risque pour l'auto-sabotage, c'est qu'à terme, cette tendance, en fait, ça peut vous amener à l'échec de votre entreprise, non pas parce que vous n'avez pas les compétences, hein, mais simplement parce que, en fait, votre relation à l'argent est déficiente. Parce que vous l'avez compris, quand vous êtes dans la tendance auto-sabotage, vous repoussez l'argent. Vous faites en sorte de ne pas facturer forcément au juste prix, ou vous faites de la gratuité, ou vous refusez aussi de l'aide financière. Ça, c'est aussi une tendance de l'auto-sabotage. Donc, la question, évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut vivre de son activité quand on repousse l'argent? Évidemment, ça paraît évident. Si vous n'avez pas d'argent dans vos caisses, si vous faites en sorte que l'argent n'arrive pas à vous, en fait, vous ne pouvez pas faire fonctionner votre entreprise. Et ça, on va le voir juste après. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Donc ça, c'est vraiment le risque majeur de l'auto-sabotage, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'argent sur les comptes. Et s'il n'y a pas d'argent sur les comptes, l'entreprise ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas vous payer de revenus. Et même si on adore tous notre métier et qu'on fait ça par plaisir, le but aussi, c'est de gagner de l'argent et de pouvoir se générer des revenus. Donc si vous ne pouvez pas vous en générer, il y a un moment où vous devrez faire un choix entre arrêter l'activité, bien poursuivre votre activité, mais changer votre relation à l'argent. Ensuite, la troisième tendance, ça va être les montagnes russes. Donc les montagnes russes, on a vu que en fait, malgré ses efforts pour économiser, il y a toujours un moment où il se retrouve à quasiment zéro sur ses comptes, ou presque le zéro. Donc là, c'est un peu comme l'auto-sabotage. Comment investir pour développer son entreprise quand on n'a pas d'argent sur ses comptes? Comment faire en sorte que l'entreprise puisse se pérenniser et se développer et se générer un revenu quand il n'y a pas d'argent sur les comptes? Donc, la problématique
de la tendance montagne russe, c'est que de l'argent, il y en a à un moment donné, mais qu'elle est dépensée, mais pas forcément au bénéfice de l'entreprise. Elle est dépensée pour d'autres choses parce que ce sont des dépenses un peu compulsives, ce sont des dépenses un peu pour se débarrasser de cet argent qui nous apporte des projections négatives. Donc dans les deux cas, de toute façon, dans l'autosabotage et dans les montagnes russes, il n'y a pas d'investissement possible pour l'entreprise parce qu'il n'y a pas d'argent sur les comptes. Et dans le cas de l'écureuil, il n'y a pas d'investissement qui est fait, non pas parce qu'il n'y a pas d'argent, de l'argent il y en a, mais parce que ça nous met en insécurité de sortir cet argent. Donc, vous voyez que dans les trois cas, ce n'est pas forcément favorable pour le développement de votre entreprise. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à me poser vos questions, même si je ne peux pas y répondre dans l'immédiat, je les reprendrai pour la fin. Et maintenant, on va… Très clair, très bien, merci pour ce retour. Maintenant, on va passer donc à la troisième et dernière partie. C'est, OK, on a compris qu'on avait une tendance comportementale face à l'argent qui s'est construite d'une certaine façon par rapport à notre parcours de vie, par rapport à notre estime de nous-mêmes et par rapport à la relation à l'argent qu'il y avait dans notre famille. On a vu qu'on avait une tendance comportementale qui se dégageait, parfois deux. Ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on va pouvoir en fait agir par rapport à ça? Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est comment on fait pour être à l'aise avec le sujet de l'argent. Alors déjà, je dirais que la première chose qui paraît toute simple, mais qui n'est pas forcément si simple, c'est de changer son vocabulaire par rapport à l'argent. Alors, je vais vous donner deux exemples. Déjà, la première chose, c'est faites attention à bien vous dissocier de vos produits et de vos prestations. Souvent, j'entends « Ah là là, je ne sais pas me vendre ». Est-ce que c'est vraiment vous que vous vendez? C'est la première question. Non, c'est pas vous que vous vendez pas vous en tant que personne. Vous vendez un produit, une prestation, un service. Donc, déjà, c'est de revoir votre vocabulaire en étant vigilant sur ces mots, sur ces termes, sur cette verbatim qui est utilisée, en vous dissociant de vos produits. Ça va vous amener, en fait, à prendre de la distance par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, cette notion de le prix parle de qui je suis, moi, intimement. Donc, c'est vraiment apprendre à se dissocier. Vos produits, c'est vos produits. Ils ont une certaine qualité, ils ont une certaine valeur. Et vous, c'est vous. Et vous avez une qualité et vous avez une valeur. Évidemment qu'il y a un lien, puisque c'est vous qui avez mis en place ces produits ou cette prestation ou cette offre. Mais vous ne vous vendez pas vous personnellement, d'accord? Vous vendez une prestation ou un service. Donc c'est voilà, les mots qu'on utilise disent beaucoup de notre psychologie, mais changer nos mots change aussi notre psychologie. Ça marche dans les deux sens. Donc c'est toujours intéressant de faire attention aux expressions et aux mots que l'on emploie et de vraiment faire cet effort de changer. Il y a aussi cette expression que j'entends souvent, je ne suis pas assez cher. Là encore, est-ce que c'est de vous dont il s'agit? Est-ce que vous vendez, est-ce que c'est vraiment vous qui êtes cher? Non, c'est vos tarifs. Vous parlez de vos tarifs. Donc vos tarifs ne sont pas assez élevés. Vos tarifs sont trop élevés. Mais ce n'est pas vous qui êtes trop cher. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est les mots à connotation négative ou qui dévalorisent la valeur de vos prestations. Donc là encore, le « c'est trop cher ». Quand vous avez un client qui vous dit « c'est trop cher », en fait, habituez-vous à reformuler dans « je comprends que ce n'est pas dans votre budget, ce n'est pas la même chose. Votre prix, c'est votre prix. Vous l'avez réfléchi, vous l'avez construit, vous en êtes, je dirais, sûr. Maintenant, il faut l'assumer. Donc, si quelqu'un vous dit c'est trop cher, non, votre tarif n'est pas trop cher. Votre tarif, il correspond au prix, à la valeur de votre prestation. Maintenant, c'est peut-être pas dans le budget de la personne en face. C'est peut-être pas ce qu'elle avait imaginé en termes de budget. Mais le fait de reformuler vers le client, ce n'est pas dans votre budget, ça veut dire que vous ne validez pas son idée que votre prix est trop cher. Et ça lui montre que vous êtes OK avec votre tarif. Et si vous êtes OK avec votre tarif, vous allez vous sentir bien mieux par rapport à votre tarif.
Donc ça, voilà, c'est encore une fois jouer sur les mots, mais c'est hyper puissant. Et puis le gratuit aussi, voilà. Éviter gratuit, plutôt offert. Gratuit, ça veut dire qu'en fait, votre prestation, votre prestation ou votre offre n'a pas de valeur. Offert, ça veut dire ça a une valeur et je vous l'offre, je vous en fais cadeau. C'est une offre commerciale. Donc là encore, c'est différent. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ces expressions, si ce sont des expressions que vous utilisez régulièrement ou peut-être vous en avez d'autres, mais en tout cas, voilà, même si vous en avez d'autres, vous pouvez réfléchir à la façon dont vous pourriez en fait dire les choses différemment sans vous associer en fait dans cette phrase et sans mettre de connotation négative ou dévalorisante dans votre phrase. Donc c'est un exercice qui est intéressant à faire. Ensuite, un autre conseil, alors je sais que c'est pas toujours facile, notamment pour les gens qui travaillent avec des entreprises, parce qu'on passe souvent par des virements bancaires, mais c'est de s'habituer en fait à recevoir l'argent de vos paiements en main propre. Je parle surtout pour les gens qui travaillent par exemple avec des particuliers. Évitez les PayPal, même si c'est très pratique, hein, j'en conviens, évitez les PayPal, évitez les transferts d'argent. Essayez plutôt d'être dans des prestations, enfin des paiements directs, comme la carte bancaire, le chèque ou l'argent liquide. Et quand c'est le cas, par exemple, quand quelqu'un, moi je vois souvent des gens, quand on leur tend un chèque, ils laissent le client le poser sur la table ou sur le bureau. Non, prenez-le dans la main, prenez-le. Et dites-vous, eh ben, ce chèque, c'est en paiement du travail que je viens de fournir. Et chaque travail mérite salaire. Voilà, dites-vous ça en le prenant. C'est OK, j'ai mérité ce paiement. Donc voilà, le fait de prendre vraiment en direct va vous habituer aussi à être de plus en plus à l'aise en fait avec cette notion d'argent. Donc c'est pas toujours possible de le faire, mais quand ça vous arrive d'être payé en main propre, faites vraiment l'effort de prendre les billets dans la main. Bon, la carte bleue, c'est différent. Alors maintenant avec le Covid évidemment, on est un petit peu, on est sur le sans contact, mais je dirais que la carte bleue, vous êtes quand même là, vous êtes présent quand le paiement se fait. Et donc, vous pouvez, effectivement, comme dit Sandrine, voilà, il y a une vraie satisfaction à prendre l'argent et à se dire, eh ben, je veux bien d'apporter quelque chose à mon client et en retour, hein, là encore, c'est un échange commercial, c'est du troc. En retour, voilà ce qu'il me donne. Donc, c'est OK et je suis bien avec ça. Et plus vous le ferez, plus vous serez à l'aise en fait avec cet échange d'argent. Alors, on va continuer parce qu'il est déjà 11h20. Travaillez aussi sur en fait votre cadre de référence et vos croyances par rapport à l'argent. Surtout pour les gens qui ont des projections négatives par rapport à l'argent. L'argent, ça permet vraiment de créer un cercle vertueux et de continuer à faire ce que vous aimez faire. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Comment ça fonctionne? Vous produisez un service, un produit, une offre. Ce produit, ce service, il apporte un bénéfice à votre client. Votre client avait un besoin et vous êtes venu proposer une prestation, une offre, un produit qui répond à ce besoin. Donc, ce bénéfice pour votre client, il a une valeur. Ça va lui apporter forcément quelque chose, puisqu'il avait un besoin et que vous venez combler, même si c'est partiellement, ce besoin. Donc, pour lui, ça a une valeur. Hein, ça a une valeur, c'est venu combler quelque chose qu'il n'avait pas. Il avait besoin d'une aide, d'une prestation, de se sentir mieux, d'être plus détendu, d'avoir quelqu'un avec qui parler ou d'avoir une aide technique sur, je ne sais pas, de l'informatique, etc. Mais en tout cas, ça a une valeur. Et donc là, vous êtes dans un échange de valeur avec votre client. Lui, vous lui avez apporté de la valeur, une valeur. Donc lui, il vous redonne cette valeur sous forme d'argent. Et donc, ça passe par un tarif et une facturation. Et cet argent, c'est le carburant de votre entreprise. En fait, votre argent, votre entreprise ne peut pas fonctionner sans carburant. Vous avez besoin d'amener, en fait, une ressource à votre entreprise. Et c'est l'argent. Et qu'est-ce que va vous permettre de faire l'argent? Eh bien, déjà,
de pouvoir payer vos sous-traitants et vos fournisseurs. Et là, encore, eux vous apportent de la valeur en vous amenant quelque chose dont vous aviez besoin et vous les payez en retour. Donc, c'est encore un échange de valeur. Ça va vous permettre, cet argent, de vous générer des revenus. Et là encore, ça apporte de la valeur parce qu'avec ces revenus, eh ben, vous allez pouvoir vivre, faire des choses avec vos familles, avoir un toit, etc., etc. Donc, ça vous apporte de la valeur. Avec cet argent, vous allez pouvoir payer vos charges. Ça, c'est essentiel pour que l'entreprise fonctionne et dure dans le temps. Cet argent va vous permettre investir en communication pour faire connaître vos prestations, investir pour développer des nouvelles offres, de nouveaux produits, agrandir vos locaux, etc., etc. Donc voilà, important aussi pour continuer à développer votre entreprise et ça va amener à la pérennité de votre entreprise. Donc, c'est intéressant d'avoir un changement d'état d'esprit par rapport à l'argent en se disant, mais en fait, cet argent, c'est un carburant. Cet argent, c'est ce qui va venir nourrir mon entreprise. Et c'est ce qui va faire que cette entreprise va continuer à fonctionner. Et c'est ce qui va faire que moi, le matin, je vais pouvoir continuer à me lever pour aller faire ce que j'aime faire. Et voilà. Et ce changement est très puissant aussi. C'est très intéressant d'avoir ce déclic. Et ça permet d'être beaucoup plus à l'aise en fait avec cette notion d'argent. Parce que j'entends souvent mes clients me dire « Ouais, mais moi j'aime tellement ce que je fais, je le fais pour rendre service aux autres. » Et du coup, je ne me sens pas du tout à l'aise pour demander de l'argent. Mais oui, mais dans ce cas-là, ne faites pas une entreprise, faites du bénévolat ou faites une association, mais ne soyez pas entrepreneur. L'entrepreneur, il est là pour générer quand même de l'argent, pour faire tourner son entreprise et pour se générer des revenus. Donc, si vous êtes entrepreneur, oui, faites les choses par plaisir, mais faites aussi les choses contre rémunération. C'est normal, c'est le but de l'entreprise. Voilà, donc je recadre, mais c'est vraiment fait avec bienveillance, mais c'est pour vous dire que voilà, l'argent, moi j'aime cette idée, j'aime cette image que c'est un carburant. Et c'est ce qui vous permet de continuer à faire ce que vous aimez. C'est ce qui vous permet de continuer à apporter de la valeur et de la plus-value à vos clients. Et si vous n'avez pas cet argent, eh ben, il y a un moment où vous serez obligé d'arrêter. Alors, on va continuer. Autre chose que j'entends souvent, donc je viens d'en parler, c'est cette notion de plaisir. En fait, cette notion d'utilité. C'est moi, j'aime tellement être utile aux gens qu'en fait, j'ai besoin, voilà, j'ai des valeurs de solidarité, de partage et d'entraide qui sont fortes et que j'ai envie de mettre à profit, à contribution pour les autres. Alors, j'ai envie de dire oui, bien sûr, aucun souci. Mais dans ce cas-là, vous l'assumez complètement et pas au détriment de votre entreprise. C'est-à-dire que oubliez le gratuit et pensez plutôt soit du bénévolat, soit là encore un échange. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. C'est-à-dire que si vous avez besoin, pour vous sentir bien dans votre activité, d'être dans des notions de partage, de solidarité et d'entraide, dans ce cas-là, vous pouvez donner de votre temps. Vous pouvez envisager de faire du bénévolat. C'est une solution. Vous pouvez aussi apporter de l'entraide à votre entourage. Hein, vous savez, c'est la fameuse copine qui a besoin d'un logo et puis bah, vous, justement, vous êtes infographiste, donc ça tombe bien. Et vous ne vous voyez pas, vous dites « Ah bah non, mais je ne peux pas lui facturer, c'est une copine, et puis elle démarre, etc. etc. » Et puis c'est important pour vous, ça fait partie de vos valeurs. Ok, vous pouvez vous dire « Bon bah voilà, je vais lui faire son logo. » Donc là, vous êtes dans l'entraide. Ou alors, vous pouvez dire bah, « Ok, moi, je lui fais son logo, mais tiens, elle, en fait, c'est une expert comptable, elle va peut-être pouvoir me rendre un petit service en retour sur des problématiques de comptabilité. » Donc là, vous êtes plutôt dans l'échange. Ou alors, vous pouvez proposer des événements ou des produits offerts. Hein, plutôt que de facturer des événements, vous pouvez vous dire, bah voilà, je fais des ateliers où je propose des échantillons de produits et je les offre. Et comme ça, mes besoins de solidarité, de partage ou d'entraide sont nourris et je me sens bien. Mais ça, encore une fois, ça ne doit pas être au détriment du développement de votre entreprise. Et donc, pour cela, eh ben, il faut poser des limites. Il faut que vous vous définissiez des limites. C'est-à-dire que, par exemple, pour le bénévolat ou l'entraide, il faut cadrer le nombre d'heures que vous allez consacrer à ce bénévolat ou à cette entraide, ou la quantité de produits que vous allez offrir. Ce ne serait pas normal que vous passiez plus de temps à faire du bénévolat qu'à travailler sur votre entreprise.
parce que ça n'irait pas dans le sens de la réussite de votre entreprise. Donc, si vous voulez faire du bénévolat et de l'entraide, ok. Mais vraiment, définissez-vous un nombre d'heures qui soit en cohérence avec votre travail que vous avez fournir pour votre entreprise et vos priorités. C'est-à-dire que là encore, le logo que vous voulez faire pour votre copine ne doit pas passer en priorité par rapport au logo que vous faites pour le grand compte et qui va vous rapporter peut-être un mois de chiffre d'affaires. Définissez vos priorités, faites les choses dans le bon ordre. Là encore, pour votre entreprise, pour que ça aille dans le sens du développement de votre entreprise. Et je dirais que profitez de ces opportunités pour faire connaître votre entreprise à travers des événements ou des produits qui sont offerts et ces valeurs et les valeurs que vous portez. Donc voilà. Donc ça, je voulais en parler parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, cette difficulté en fait à facturer systématiquement parce que parfois on a choisi le métier qu'on fait parce qu'on a des valeurs fortes de solidarité et d'entraide et qu'on se sent frustré de facturer systématiquement. Donc, je dirais que les deux sont possibles. Ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, mais là encore, sous certaines conditions, en définissant des limites pour que ça ne prenne pas en fait trop de place et que ça ne prenne pas le pas sur votre entreprise et sur le développement de votre entreprise. Donc ça, c'est voilà, c'est hyper important. Et je vous assure que si vous mettez ça en place, si vous avez vraiment ces besoins-là et que vous mettez ça en place, et bien là, vous vous sentirez complètement en adéquation avec vous-même et que vous pourrez et d'un côté développer de votre entreprise et d'un côté répondre à vos valeurs de solidarité et d'entraide. Voilà, et bien dis donc, je parle, et je vois qu'on est déjà presque à 1 heure, donc je vais accélérer, parce qu'il reste quelques diapos. Donc, je dirais que le dernier point, en fait, pour être à l'aise avec cette notion d'argent, bah, c'est de travailler sur votre relation à l'argent. Donc, observez vos réactions spontanées face à l'argent. C'est le travail qu'on a fait tout à l'heure. Est-ce que vous avez une tendance qui se dégage, écureuil, auto-sabotage, montagne russe? Est-ce que vous avez une vision plutôt positive ou plutôt négative de l'argent? Donc, c'est déjà les premières questions à vous poser. Ensuite, prenez du recul. L'argent ne dit rien de qui vous êtes intimement. C'est pas parce que vos tarifs ne vous semblent pas suffisamment élevés par rapport à la concurrence ou sont plus élevés par rapport à la concurrence que ça dit quelque chose de qui vous êtes vous. Vous avez une valeur et vos tarifs et vos prestations, vos produits ont une autre valeur. Forcément que c'est lié puisque vous amenez vos compétences dans ce tarif et dans vos prestations et dans votre valeur. Mais ne faites pas forcément le lien entre je suis trop cher, je ne suis pas assez cher, je ne sais pas me vendre. Voilà, faites vraiment en fait une dissociation. Vous pouvez aussi choisir de vous détacher de votre culture familiale par rapport à l'argent, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le contexte familial dans lequel vous avez grandi. Vous pouvez faire des choix en vous disant on m'a plutôt transmis des projections négatives sur l'argent, et ben moi je décide de faire autrement. Je décide de me détacher de ça, je décide que je vais prendre un autre chemin. Quand j'étais enfant, je n'avais pas le choix, c'était comme ça, hein, j'étais dans une famille, on m'a élevée comme ça, mais aujourd'hui je suis adulte, je peux faire mes propres choix. Donc je décide de faire différemment et je décide de me détacher de ça. Et puis, changez aussi vos croyances sur l'argent. Argent et plaisir sont compatibles, je pense que je viens d'en parler largement. On peut faire un métier qu'on aime et en même temps être rémunéré pour ce métier sans avoir l'impression d'être un voleur ou de ne pas être légitime. Donc vraiment, argent et plaisir sont tout à fait compatibles. Soyez également vigilant à vos décisions. Quand vous prenez des décisions, posez-vous vraiment la question par quoi sont guidées ces décisions? Est-ce qu'elles sont influencées par votre tendance naturelle ou par vos peurs? Est-ce qu'elles vont dans le sens du développement de votre entreprise? Et si je ne fais pas cet investissement, qu'est-ce qui va se passer pour mon entreprise? Qu'est-ce qui m'empêche de faire cet investissement? C'est une peur, d'accord. C'est quoi cette peur? D'où elle vient? De quoi elle me parle? Etc. etc. Vous voyez, c'est de se questionner. Alors, évidemment, tout ça, ça peut paraître simple là quand je l'explique, mais c'est pas forcément évident de le faire seul. Donc, n'hésitez pas non plus à demander de l'aide. Surtout quand on est entrepreneur, on est souvent seul. Demandez l'avis d'une personne extérieure et neutre, hein, pas quelqu'un de trop proche, plutôt quelqu'un de neutre. Ou demandez conseil à un expert. Vous pouvez aussi, sur ces notions d'argent et de tarifs, demander conseil à un expert comptable ou un conseiller financier. Voilà, il y a des gens qui savent parler d'argent et qui ont un point de vue extérieur par rapport à l'argent. Donc, vous pouvez aussi tout à fait
demander un conseil. Et puis, vous pouvez aussi vous faire accompagner sur le sujet. Donc, évidemment, je pense que vous avez compris que le coaching est un accompagnement qui peut tout à fait vous accompagner sur ce sujet de la relation à l'argent, mais il y a aussi d'autres accompagnements possibles pour réfléchir à ça et surtout, en fait, consciemment changer vos comportements face à l'argent et prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, avoir le juste tarif, facturer au bon moment, facturer au juste prix, être en capacité de réclamer de l'argent quand le client n'a pas payé en temps et en heure. Voilà, toutes ces notions qui sont ultra importantes pour faire vivre votre entreprise. Voilà, et ben écoutez, j'en ai terminé, donc il est 32, je l'ai passé de 2 minutes. Je vous ai laissé mes coordonnées sur ce dernier slide. Donc j'espère que ça a été clair et que ça a répondu à vos questions. Je repasse rapidement le chat en revue pour voir s'il y a des questions. Alors Laetitia me disait il y a tout de même un lien avec la personne que nous sommes. Alors je ne sais pas à quel moment Laetitia tu m'as écrit ça. Je suis en train de mettre en place du paiement en ligne dans le cadre du télésecrétariat, d'accord, Céline. Donc là encore, hein, c'est ce que j'ai dit, c'est pas, il y a aucun, je veux dire, il y a aucun souci à ça, hein, il y a aucune contre-indication à mettre en place du paiement en ligne, surtout si ça sécurise aussi les paiements. Mais si vous avez l'occasion d'avoir un autre type de paiement, n'hésitez pas dans ce cas-là à le faire vraiment de main à main, de direct à direct. Si vous avez un jour un client qui veut vous payer en chèque, par exemple, essayez de faire en sorte que ce soit de main à main. C'est vrai, il y a une vraie satisfaction quand nous prenons l'argent en main propre. Oui, oui, Sandrine, je suis d'accord. Quand on n'a jamais été habitué à le faire et que dans le cadre de l'entreprise, on le fait, c'est vrai qu'au départ, pour certains, ça peut être inconfortable, mais au fur et à mesure, on le fait. Et c'est que c'est une vraie satisfaction en se disant, c'est un règlement direct, en fait. Quand on est salarié, on travaille et puis à la fin du mois, voilà, on a notre salaire. Il y a pas cette notion de paiement direct, en fait, et de satisfaction. Le lien est beaucoup plus étroit quand on est entrepreneur et que avec le client, le lien est beaucoup plus étroit quand on est payé en direct. On vient de faire une prestation et aussitôt le client nous rémunère pour ça, alors qu'un salaire, on l'a en décalé. Donc voilà, ça c'est différent. Je crois que je suis sur le bon chemin. Bah, super, Sandrine, félicitations. Très chouette, merci Virginie. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci d'être peut-être à l'aise avec l'argent. Ça fait du bien de prendre du recul pour faire sa relation à l'argent pour en conscience de mon évolution positive. Eh ben super. Et certaines, il y a encore du chemin à faire. Oui, mais tu es sur le chemin, donc c'est ça qui est bien, qui est important. C'est d'être sur le chemin et d'avoir la prise de conscience. Et oui, important de dissocier son entreprise de sa propre personne, bien sûr, sur plusieurs notions. Et oui, et Barbara fait référence effectivement à Christian Junod, qui a fait une formation sur le sujet et qui a écrit un livre qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous, dont je me suis inspirée pour ce webinaire. Donc je vous le conseille, il est très complémentaire à ce qu'on vient de voir. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là et se dire au revoir. Vous allez recevoir aujourd'hui, je pense, l'enregistrement du webinaire. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez échanger sur ce sujet ou sur un autre sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir sur un autre webinaire ou dans d'autres circonstances pour ceux que je connais en dehors de ces webinaires. C'est une bonne journée. Merci.